présenter Éric Emmanuel Schmitt, c'est facile et pas facile, parce que vous avez 41 ans et déjà, en 41 ans, vous avez fait pas mal de choses. On va parler d'abord de vos diplômes, ou peut-être de votre naissance près de Lyon, études musicales au Conservatoire de Lyon. Vous êtes entré à Normal Sup, vous aviez 20 ans, c'est plutôt bien ça. Oui, c'est rare. Du premier coup, quoi. Oui. Et puis vous avez été agrégé de philo en 83, donc vous aviez 23 ans. C'est du premier coup aussi. Et puis encore quelques diplômes. Bon, vous êtes surtout bien sûr connu comme auteur de théâtre, mais on va voir que vous ne faites pas que des pièces de théâtre. Et vous êtes en tout cas l'auteur le plus joué en France comme à l'étranger, notamment une trentaine de pays ont déjà présenté vos pièces. Alors là, je vais citer quelques pièces, quelques noms qui vont vous rappeler à vous tous des pièces que vous avez vues, en partie tout au moins. La Nuit de Valognes en 91, Le Visiteur en 93, couronné par les Molières en 94 comme révélation théâtrale, meilleur auteur, meilleur spectacle. La pièce a d'ailleurs été traduite et jouée dans le monde entier. Je ne me trompe pas dans tout ça? C'est parfait. Non. Bon. Golden Joe en 95, Variation énigmatique 96, créé au Théâtre Marigny avec Alain Delon et Francis Huster. Pièce aussi qui a été jouée dans les grandes capitales comme Tokyo, Berlin, Moscou, Los Angeles, Londres. Il y a d'ailleurs une chose curieuse qui se passe pour cette pièce, c'est qu'il semblerait qu'à l'étranger, on reproduise la configuration française. C'est-à-dire qu'en France, cette pièce s'est créée donc avec Alain Delon et Francis Huster, et elle était le retour sur scène d'Alain. Enfin, le retour sur scène. Il n'avait pas fait beaucoup de scènes. Quasiment les débuts sur scène d'Alain Delon, qui n'avait pas joué depuis 30 ans sur scène. Et il se trouve qu'à l'étranger, la plupart du temps, la même chose se reproduit. C'est-à-dire que Donald Sutherland, aux États-Unis, est revenu sur scène après 25 ans dans cette pièce. Au Japon, l'équivalent d'Alain Delon, qui s'appelle Nakadai, qu'on a vu dans tous les films de Kurosawa, a aussi repris contact avec la scène avec cette pièce. En Allemagne, Brandauer. Enfin, oui, comme quoi, vous voyez, Paris est copié. Le Libertin en 97 avec Bernard Giraudot. Quelques mois plus tard, un monologue sur le bouddhisme, Milarepa, pardon. En 98, c'est tous les ans, une pièce chaque année. Frédéric ou le boulevard du crime, créé au Théâtre Marigny avec Jean-Paul Belmondo. Pièce qui s'est d'ailleurs montée simultanément en Allemagne. Hôtel des Deux Mondes, Théâtre Marigny, toute une saison. Et dernier né, un nouveau monologue, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, en 99. Voici pour le théâtre, on y reviendra tout à l'heure si vous le voulez bien. Mais vous êtes aussi essayiste, vous êtes aussi amoureux de musique, vous êtes aussi romancier, on fait très vite. Essayiste, c'est normal, vous êtes, on l'a vu, agrégé de philo, un ouvrage philosophique sur Diderot, ou la philosophie de la séduction. Vous avez traduit en français Les Noces de Figaro de Mozart ainsi que Don Giovanni du même Mozart. J'ai pas fini Don Giovanni. Pas fini? J'ai fait Les Noces de Figaro parce que Les Noces de Figaro, c'est un opéra de Mozart qu'on connaît tous par cœur en italien, mais quand même l'origine était française, c'est Beaumarchais. Et un jour, le directeur de l'Opéra de Compiègne, Pierre Jourdan, m'a dit « Ce serait quand même bien d'entendre Les Noces de Figaro en français, mais surtout avec Beaumarchais derrière ». Et donc, j'ai passé 2 ans de ma vie, tous les matins, sur mon piano, à trouver les paroles françaises, en regardant Beaumarchais, en regardant la musique de Mozart, et en essayant de trouver les mots. Et c'était... Comme j'avais raté Mozart, puisque j'aurais voulu... Moi, j'aurais porté sa serviette à Mozart, j'aurais nettoyé chez lui, j'aurais fait la vaisselle, j'aurais tout fait pour lui. Mais je suis arrivé trop tard, donc finalement, je suis devenu son librettiste en français plus tard. Et le spectacle a été un succès magnifique, ça a été passé plusieurs fois d'ailleurs à la télévision, et ça va se reprendre bientôt. Et donc on a décidé de faire Don Juan, ce qui est beaucoup plus difficile, et je suis encore en train de travailler dessus. Donc vous avez encore quelques chantiers. Vous êtes romancier et vous avez obtenu d'ailleurs le prix du premier roman pour La secte des égoïstes, et puis vous avez publié en 2000 l'Évangile selon Pilate. Alors je ne parle pas de La part de l'autre, qui va être l'objet de cette conférence débat. Sans empiéter pour ceux qui ont lu le livre,
et sans empiéter sur les questions de Stéphane Courgeon, j'ai quand même envie de vous poser une première question. Si vous n'aviez pas été rue d'Ulm à 20 ans et agrégé de philo à 23 ans, qu'aurait fait Éric Emmanuel S? Oui. Oui, alors ça, il faut que j'explique. Il faut peut-être expliquer quand même. Oui. Expliquer le livre. Expliquer le livre. La part de l'autre, le dernier livre, part d'une hypothèse. C'est le 8 octobre 1908, Adolf Hitler est recalé de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, parce que le jeune homme Adolf Hitler voulait devenir peintre. Il est recalé pour la deuxième fois, il n'a plus le droit de se présenter, et à partir de là, il va devenir un clochard, et ensuite l'homme politique que l'on sait. Et donc dans mon livre, je m'amuse. D'abord, je raconte celui-ci, mais aussi je m'amuse à imaginer ce qui serait passé s'il avait été admis à l'Académie des Beaux-Arts. Donc, ce que serait devenu Adolf Hitler peintre, et que j'appelle Adolf H. Et donc, le livre est un double livre. D'abord, d'une part, un roman historique du vrai Hitler, et d'autre part, un roman fictif, l'autre qu'il aurait pu être, qui ne serait pas forcément devenu un monstre. Donc moi, pour en revenir là, si j'avais pas été... Éric Emmanuel S. Éric Emmanuel S. Ben moi, en fait, moi, j'ai raté ma vocation de toute façon déjà, parce que je voulais être musicien, je voulais composer, et je mets toujours la musique au-dessus de tous les autres arts. Et il n'y a rien qui m'émeut plus que la musique. Deux mesures de je sais pas, de Schumann ou de Brahms, et je suis déjà en larmes. Donc, je voulais être musicien, et puis j'ai essayé de l'être, mais je n'avais pas une vraie imagination créatrice. C'est-à-dire que je faisais toujours des faux. Je faisais des faux Debussy, des faux Ravel, des faux Poulenc, des faux Satie. J'avais l'imagination qui copiait. Donc, au bout d'un temps, j'ai compris que c'était pas pour moi, et j'ai préféré l'écriture, où j'ai fait du vrai Schmitt au lieu de faire du faux Debussy. Et là, vous créez beaucoup. Voilà. Donc, il y a bien un ratage au départ. Bon. Alors, La part de l'autre, je ne sais pas si... Est-ce que certains d'entre vous ont lu ce livre déjà? Non, pas du tout. Est-ce qu'on essaie d'être interactif, comme on dit? Ouais, faire un petit sondage vous déjà allez lever les dans la mains, salle. ceux qui ont lu le bouquin. Ah oui, Oui, c'est peu de gens. Alors, on va évidemment beaucoup parler d'Adolf Hitler et de ce qu'il aurait pu être éventuellement en n'étant pas admis à cette Académie des Beaux-Arts. On parlera évidemment dans les derniers quarts d'heure de cet entretien de théâtre aussi avec vous. Et puis, vous pourrez également poser des questions sur la carrière d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors, il faut dire, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, qu'il n'y a pas une première partie où il y a le vrai Adolf Hitler et la deuxième partie avec ce qu'aurait pu être Adolf Hitler. C'est en permanence deux destins parallèles. C'est ça qui est assez surprenant et fascinant dans ce livre. C'est donc un chapitre Adolf H et l'autre chapitre Adolf Hitler, et on peut suivre en parallèle ces deux destins. Et la question du livre, finalement, c'est un peu cette part d'ombre qui sommeille en nous et qui peut un jour se révéler. Alors, on va revenir sur ce sujet-là. Vous évoquez beaucoup, et c'est la grosse partie du livre, la jeunesse d'Adolf Hitler jusqu'à la guerre 14-18. Et alors, on se surprend finalement à avoir vraiment pitié de cet homme-là, le vrai Adolf Hitler, et de le trouver finalement très sympathique. Au départ, oui, tant qu'il n'est pas un monstre habité par la haine, par l'antisémitisme, par des solutions idiotes et par un projet stupide, il n'y a pas de raison de le trouver antipathique. C'est un pauvre type. C'est un pauvre type qui a du chagrin parce qu'il a perdu sa mère très jeune, parce qu'il ne trouve pas sa place dans la société, parce qu'il veut devenir peintre et puis il n'y arrive pas. C'est un clochard qui va vivre dans des asiles pour hommes. Comment voulez-vous, au départ, et qui ne dit rien de répréhensible à cette époque-là, qui n'est pas encore le salaud absolu Et c'est ça qui m'intéressait. Comment est-ce que, quand on est un jeune homme comme ça, on devient 25 ans plus tard une bête, un barbare absolu. Donc c'était de comprendre cette constitution du monstre, parce que l'enfant qu'il était ou l'adolescent qu'il était n'était pas encore un monstre. Et puis c'était donc une question que je me posais, mais que je nous pose à nous tous, c'est-à-dire comment est-ce que un esprit, ça se fausse progressivement pour devenir
pour devenir Hitler ou Ben Laden, parce que ça se fait progressivement. Et dans mon livre, c'est vrai que je consacre beaucoup de temps à la jeunesse de Hitler, d'abord parce que c'est ce qu'il y a de moins connu. J'ai beaucoup cherché là-dessus, et puis en plus, je profite du fait que je suis romancier pour aller dans le cœur des choses, dans le cœur de Vienne, raconter la guerre de 14-18, comment il la vit, etc. Puisque tout d'un coup, je peux donner de la chair à tout ça. C'est même un peu l'inverse d'ailleurs au départ, c'est-à-dire que le faux Hitler est presque plus antipathique que le vrai. Oui, c'était voulu, c'est-à-dire que je voulais au départ que celui qui rate tout au début soit plus sympathique, mais qu'après qu'on se rende compte que l'interprétation qu'il fait de son ratage va le transformer en monstre, parce que rater c'est rien, on a tous raté 100 000 trucs, et ça peut être plein d'enseignements un ratage. Je trouve que d'ailleurs on apprend plus d'un four que, par exemple au théâtre, vous apprenez plus d'un four que d'un succès. Vous n'apprenez rien d'un succès, tandis que vous apprenez quelque chose d'un ratage. Donc on peut, et Hitler par exemple quand il rate l'Académie des Beaux-Arts, au lieu de se dire je n'ai pas assez travaillé, ou je ne suis pas fait pour ça, ou qu'est-ce qui me manque pour ceci, je devrais faire autre chose, non, lui il se renferme sur lui-même en se disant je suis un génie méconnu. Les gens ne se rendent pas compte que je suis génial, il y a un complot de l'univers contre moi qui ne reconnaît pas mon génie. Et donc au lieu de tirer quelque chose de positif de cet échec, il s'enferme dedans, et à partir de là, il s'isole de la réalité, et il commence à construire ce personnage qui n'a aucun rapport avec le monde, aucun rapport avec les autres, et qui un jour sera à la tête de l'Allemagne et va précipiter l'Europe dans la ruine. Pourquoi le choix d'abord? Je ne vous ai pas posé la question, on aurait pu commencer par là, le choix d'Hitler, parce qu'il y a eu d'autres dictateurs, mais parce que vous considérez que c'est le pire? Non. À juste titre. Malheureusement. C'est que la personnalité était complexe? Ça peut être dépassé encore, le cas d'Adolf Hitler. Ouais. On n'est jamais à l'abri. En plus, je pense qu'il n'y a pas de progrès dans l'histoire, ni non plus qu'il n'y a pas de progrès dans la nature humaine. Et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui qui peut contredire tout ça. Mais le choix d'Adolf Hitler, non, mais c'est simplement parce que c'est un traumatisme personnel, c'est-à-dire qu'on a tous des liens avec dans son histoire familiale avec tout ça. Et moi, quand j'ai découvert ces réalités-là, quand j'étais enfant, c'était à l'occasion, en l'occurrence, d'un film que mes parents m'ont emmené voir lorsque j'avais 10 ans. Je découvre donc cette guerre, je découvre surtout les camps, la haine raciste, cet antisémitisme érigé comme dogme. Et à partir de là, je suis traumatisé par ça, parce qu'au fond, je découvre la dimension de la politique, non pas sur la dimension du bien que les hommes peuvent se faire, mais la dimension du mal, puisque je découvre la politique sous la forme d'un dictateur sanguinaire. Donc, c'est ce que je raconte à la fin du livre, j'ai perdu le sommeil, j'ai voulu comprendre, et mes parents ne m'ont pas épargné, je me souviens, j'avais 10 ans, et j'ai voulu me débarrasser de la question, comme nous faisons tous, en disant, oui, mais c'était un fou. Oui. Mes parents m'ont dit, non, ce n'était pas un fou, il est devenu fou à la suite d'une série de mauvaises interprétations de la réalité et d'entêtement dans cette erreur. C'est-à-dire, il s'est choisi tel qu'il est devenu. Et puis, j'ai voulu me débarrasser de la question en disant, mais les Allemands, ils étaient fous avec lui. Et ils m'ont dit non, ils l'ont suivi parce qu'il a su gratter en eux ce qu'il y avait de plus abject et ensuite les coincer dans ce système-là. Donc, je me suis rendu compte de cette première prise de connaissance de cet homme qu'on ne pouvait pas se débarrasser de Hitler comme ça. C'est-à-dire que Hitler, il était à l'intérieur de nous, il n'était pas à l'extérieur de nous, et qu'on était tous en capacité, si on faisait des mauvaises interprétations, des interprétations simplistes, si on cherchait des boucs émissaires, si on s'entêtait dans certaines erreurs, on était tous en capacité de devenir, comme ça, un être qui nie la réalité telle qu'elle est, et qui nie les autres aussi, et qui veut réformer la face de la Terre. Donc, j'avais 10 ans quand j'ai appris ça, et donc mes parents me disaient, ça peut être ton destin. C'était pour me responsabiliser, bien sûr. Mais ils me disaient, ça peut être ton destin si tu deviens un crétin, un barbare, un monstre, c'est possible. Donc, le Hitler était à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur de moi. Donc, j'ai découvert que c'était quand même une rude responsabilité d'être un homme et que ça n'allait pas être facile.
Alors, il y a beaucoup de révélations dans le livre. Tout est vrai sur le vrai Hitler, parce que j'imagine qu'il y a une documentation énorme que vous avez consultée. Alors d'abord, vous le disiez, il a été SDF, il a fréquenté les asiles, il a même fait de la peinture, mais c'était plutôt de la peinture pour les devantures de boucherie, charcuterie. Oui. À partir du moment où il a raté l'Académie des Beaux-Arts, d'étudiant, comme je disais, il se retrouve pauvre et il ne peut même plus payer ses logeuses. À l'époque, il n'était pas antisémite, il était anti-tchèque, comme beaucoup de Viennois. Son racisme se portait sur les Tchèques et il avait des logeuses tchèques. Et pour gagner un peu de sous et pour manger, il se met à faire des décalcomanies, des décalques, je dirais, de cartes postales ou de monuments de la ville qu'il colore après et qu'il vend soit aux touristes, soit aux tapissiers, soit aux commerçants. Et c'est ce qui va jusqu'à 1914, c'est-à-dire pendant plusieurs années, lui assurer sa survie. Et quand il se promène dans le musée à Vienne, il est persuadé que les tableaux qu'il voit sont nettement inférieurs à ce que lui est capable de réaliser. Hein. Il est déjà très sûr de lui. C'est quelqu'un qui n'a jamais douté de lui-même. Ça, c'est parfois une force. Moi, c'est une force que j'enviais avant d'avoir écrit ce livre. Parce que moi, je suis quelqu'un de torturé par le doute. Et j'ai découvert plusieurs choses, d'ailleurs, plusieurs traits de caractère en écrivant ce livre, dont maintenant je me méfie absolument. Oui. Donc, ne pas douter. Ça, bon, on le sait, c'est assez banal. C'est vrai que douter, c'est tout d'un coup c'est faire la part c'est introduire une fragilité en soi qui nous rend plus humains et c'est nous permettre aussi de voir la dimension de l'autre. Mais par exemple, une caractéristique du personnage d'Hitler, c'est qu'il disait toujours « je me suis fait tout seul, je me suis fait moi-même, je dois tout à moi-même ». Ce qui fait que dès qu'il entame ce processus guerrier à partir de 1938, d'annexion des pays, puis ensuite de guerre mondiale, il n'écoute plus personne, aucun généraux, aucun conseiller, parce qu'à chaque fois, il pense qu'il a la solution, parce qu'il répète toujours « je me suis fait moi-même, on ne m'a jamais rien donné, je dois tout à mes œuvres, je suis fils de mes œuvres ». Et je me suis rendu compte que ce volontarisme était une chose qui était devenue une folie chez lui, et puis que cet idéal de la maîtrise de soi était sans doute une des choses les plus dangereuses. Je ne crois pas, là je parle en philosophe, je ne crois pas qu'il faille viser une maîtrise absolue de soi. Parce que vouloir se maîtriser absolument, c'est ne plus faire la part, c'est plus laisser le monde rentrer en vous, c'est ne plus laisser l'autre rentrer en vous, c'est ne plus avoir le sens de l'amitié, encore moins de l'amour. C'est mépriser son corps, car il y a ça dans le personnage d'Hitler, un mépris absolu de son corps, une haine. Il ne se regarde jamais dans la glace, en tout cas son corps, il ne se regarde jamais nu dans une glace. Oui, parce qu'il trouve qu'il n'a pas un corps digne de son âme, ce qui est vrai d'ailleurs. Ce qui est contradictoire par rapport au culte qu'il a instauré plus tard, qui était le culte du corps aussi. Oui, il se venge avec Arnaud Breker et puis tout ce culte du corps sportif, mais il est tout ce qu'il ne doit pas à lui-même. Donc son corps, comme il en a hérité, comme ça lui a été donné, il le déteste absolument. Et d'ailleurs, son corps se venge. Car je pense que le corps d'Hitler s'est très rapidement vengé de lui. C'est très curieux de voir qu'à partir du moment où il rentre en politique, il cesse de digérer. C'est-à-dire qu'il a des problèmes de digestion à partir de 1925. Il ne digère plus. Et à la fin de sa vie, son corps, c'est un homme qui va mourir à 50 et quelques années. Et sur les dernières photos, il ressemble à un vieillard. Et toutes ses fonctions vitales sont assistées par des médicaments. Il est une vraie pharmacie ambulante. Il prend des médicaments pour assister tout. Et il a déjà un Parkinson, il est sourd parce que ses deux tympans ont explosé dans un attentat, il penche d'un côté, il a perdu l'oreille interne. Son corps s'est très rapidement vengé du mépris qu'il avait pour lui, parce qu'il était amoureux de son âme. Alors, parmi toutes les révélations, il en est une qui n'en est pas une pour les historiens, en tout cas pour ceux qui connaissent bien la personnalité d'Hitler, c'est qu'il n'était absolument pas doué pour la parole. Oui. Et surtout pas du tout antisémite alors qu'il avait encore une vingtaine d'années. Alors je vous propose, je vais vous mettre un peu à contribution et vous faire lire quelques extraits du livre. Celui-ci est un peu long comme le seront les autres, mais sont très parlants je pense de ce qu'il était. Il a une vingtaine d'années à peu près et il essaye de prendre la parole en public et ça ne marche absolument pas. Voilà. Ah oui, donc il est à l'asile pour hommes. Hein, c'est ça. Ouais. Au salon, il intervenait parfois dans les discussions politiques. Il se retenait d'abord de le faire pour ne pas casser le personnage qu'à force de silence et d'isolement, il était parvenu à construire. Maintenant, à distance, les gens, ne laissant personne s'approcher trop près.
Mais parfois, sa retenue craquait, il se sentait obligé d'intervenir en entendant proférer des bêtises. Il écrasait son crayon sur la table, se dressait d'un bond et se mettait à tempêter avec véhémence, le corps tanguant, emporté par la houle de son indignation. Les mots sortaient difficilement, hachés, hurlés, excessifs. Il n'obtenait qu'un silence gêné. Personne ne lui répondait. Lorsqu'il se taisait, un long vide suivait. Puis, après un temps décent, les bavardages reprenaient sur des sujets anodins, comme si rien ne s'était passé. Hitler était assez lucide pour comprendre qu'il n'avait aucun don d'éloquence. À sa grande tristesse, il n'était pas convaincant. Sa flamme ne chauffait que lui. On ne l'écoutait pas, on le subissait. On attendait que la crise passât. On lui faisait sentir qu'on ne lui en voulait pas trop, peut-on reprocher à un unijambiste de boiter, mais qu'on apprécierait mieux qu'il se tût. La dernière fois qu'il s'emporta ainsi, c'était pour défendre des amis juifs du foyer et les marchands juifs qui lui achetaient ses toiles. Il se sentit si humilié par le regard consterné de ces messieurs à la fin de son intervention, comme s'il s'était lâché une diarrhée sous lui, qu'il se rassit en se promettant de ne plus jamais prendre la parole en public. Ce jour-là, dans sa tête, Hitler renonça pour toujours à la politique. Ouais, ça, c'est le Hitler d'avant. Ouais. C'est-à-dire qu'avant 1918, Hitler, il y a des témoignages, ne savait absolument pas parler en public et se prenait les pieds dans le tapis à chaque fois. Et qu'est-ce qui change l'homme ? Eh bien, c'est horrible à dire. En 1918, il est dans un hôpital parce qu'il a été gazé au gaz moutarde, à l'hypérite, et il a perdu la vue provisoirement, c'est un des effets du gaz moutarde, et on lui apprend que l'Allemagne a perdu la guerre. Et ça, indépendamment d'Hitler, on peut comprendre le chagrin que ça peut lui faire. Ça aurait été, d'un autre côté, ça aurait fait pareil. Donc il est dans un état de désespoir absolu, ce qui renforce sa conjonctivite et qui risque de le rendre totalement aveugle, mais finalement il va y arriver. Et là, il a des nuits de fièvre et de délire où il a, dit-il lui-même, une révélation. Qu'est-ce que c'est cette révélation ? C'est de se dire, de trouver une solution pour expliquer l'échec de l'Allemagne. Et il se souvient que son adjudant Gutmann, que j'ai mis dans le livre, son adjudant Gutmann était juif et allemand, que les officiers et les sous-officiers qui dirigeaient l'armée allemande étaient juifs et allemands. Et il en conclut qu'on ne peut pas être à la fois juif et allemand, donc que l'Allemagne a perdu la guerre à cause des juifs. Ouais. À partir de ce moment-là, le thème antisémite qui lui vient comme une explication pour penser ses blessures de défaite, c'est encore pour compenser une humiliation, car tout se comprend dans le ressentiment d'humiliation. À partir de ce moment-là, cette haine lui permet de se remettre sur pied, et malheureusement, cette haine lui donne le don de la parole. C'est-à-dire qu'il est tellement emporté par la rage que les formules lui viennent, que les slogans lui viennent, qu'il est intarissable. Alors des sergents recruteurs l'observent et se disent « Tiens, on va se servir de lui ». Puis évidemment, c'est lui qui va se servir d'eux et qui va commencer son ascension politique parce que donc il a le talent de sa haine. Il n'a que le talent de sa haine, mais il a tout le talent de sa haine. Et quand on analyse les apparitions publiques d'Hitler et les discours d'Hitler, moi j'en ai étudié beaucoup, regardé beaucoup, on voit qu'effectivement, tout son art oratoire est un art de la détestation, des formules à l'emporte-pièce, simpliste. C'est facile de simplifier l'univers en décrivant ceux qui sont bien, les Allemands, et puis tous les autres monstrueux, le français lâche, l'anglais rusé, etc., etc., le juif cupide. Donc on est dans une logique très, très simpliste qui permet effectivement de parler pendant des heures, sans rien dire, mais parler pendant des heures. Et puis, surtout, le rapport qu'il a à la foule, c'est qu'il gratte toutes les blessures des Allemands. Partout, là où ça leur fait mal, c'est-à-dire dans l'humiliation,
Même comme aujourd'hui, le pouvoir de Ben Laden, c'est gratter les humiliations de certains peuples et pour les reprendre. Et de même que Ben Laden met la foi islamique en avant pour enrober le discours, eh bien Hitler, il mettait l'Allemagne au début du discours et la fin du discours. Donc l'Allemagne comme une valeur positive, mais il n'y avait qu'une rhétorique de la haine et de la souffrance. Alors on va revenir tout à l'heure sur ces discours, parce qu'il y a un passage extrêmement étonnant. Alors on va juste revenir un peu sur la jeunesse d'Hitler, mais cette fois le faux Hitler, celui que vous imaginez, parce que lui, il est donc reçu à l'Académie, c'est un élève plutôt médiocre. D'ailleurs, il se demande même comment il a été... Alors, reçu. Adolphe H, là. Adolphe H, qui se demande d'ailleurs comment il a été admis. Oui, moi aussi. Alors, il a un vrai problème. Ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que, bon, évidemment, pour les cours de dessin, il y a des modèles qui se présentent, qui se déshabillent, et à la seule vue d'une femme nue, eh bien, Adolphe H s'évanouit. Oui. Alors là, vous vous faites un grand plaisir de romancier, c'est que vous proposez à Adolphe H de rencontrer le docteur Freud. Oui. Ça, c'est grand, quand même. Ah oui. Adolphe H appelle le docteur Bloch, qui était le médecin de la famille Hitler, et le docteur Bloch lui dit « Écoute, je ne sais pas ce que tu as, je vais t'emmener chez un spécialiste. » Et il l'emmène chez un confrère juif, le docteur Bloch, et il y a cette réplique qui fait qu'après vous ne lâchez plus le roman pendant un certain temps. Docteur Freud, je vous présente Adolf Hitler. Et on a donc les séances d'analyse d'en fait Adolphe H, mais qui est le même, de Adolphe H avec Sigmund Freud. Qui se déshabille, Adolphe H. Oui, en plus, quand il lui dit allongez-vous, il se déshabille parce qu'il pense qu'on va le sculpter. Mais après, il comprend qu'il ne faut que parler, il ne supporte pas du tout ces séances d'analyse. Qui était quand même une chose tout à fait moderne à l'époque. Freud était en train de créer tout ça, on est en 1908. Ça me permet de raconter l'enfance. Ouais. Ça me permet de raconter l'enfance des deux personnages qui sont le même, c'est-à-dire le père violent qui bat sa femme, qui bat ses enfants, qui ne veut pas que son fils devienne un peintre, qui lui refuse le droit d'exister. Son amour pour sa mère, qui est un amour qui malheureusement est toujours dans la fusion, et sa mère va mourir avant que cet amour sorte de la fusion, parce que c'est vrai qu'on peut apprendre l'altérité dans les rapports qu'on a avec nos parents, quand tout d'un coup on sort de la fusion du départ pour être dans une union. Et lui, sa mère va tomber malade et mourir d'un cancer du sein. Donc il regardera toujours, le seul amour qu'il aura connu, c'est cet amour fusionnel pour la mère disparue. Et la difficulté avec la sexualité. La difficulté avec la sexualité, car c'est vrai qu'il n'ose pas toucher les femmes. Complexe d'Oedipe, là aussi. Voilà. Et en plus, la femme, c'est sa mère, et la femme, c'est celle dont le sein qui allaitait, et dont le sein peut porter la mère ou la mort. Donc il a peur des femmes, il a peur des seins des femmes, et il a peur de la sexualité objective. Mais lui, il surmonte ce blocage par rapport à la femme. Oui, parce que lui, Adolphe H, lui, dans la mesure où il fait quelques séances rapides chez Sigmund Freud, eh bien, il va assez rapidement résoudre son problème et pouvoir retourner à l'Académie de peinture, avoir un début de vie sexuelle et une initiation sexuelle qui est une initiation à l'autre, puisque la sexualité, c'est un rapport à l'autre, c'est pas un rapport à soi. Et il devient un Don Juan, d'ailleurs, Adolphe H. Oui, il est assez bon. Alors que l'autre, le vrai Hitler, lui, a toujours eu un blocage énorme. Alors que le vrai, justement, n'a jamais résolu son problème avec les femmes. Alors pour essayer de comprendre la personnalité du vrai Hitler, je suis parti du témoignage de ses secrétaires au procès de Nuremberg, Christiana et Johanna, que j'ai mis dans le livre à deux, trois moments, qui ont dit que Hitler n'avait pas de sexualité. Et ça m'a paru être une clé, parce qu'on a tout dit sur Hitler, la sexualité d'Hitler, on prête beaucoup aux légendes. Et en fait, on se rend compte que cette phrase qu'elles disent, on la trouve à toutes les périodes de la vie d'Hitler. Dans sa jeunesse, il n'a pas de fiancée et il refuse d'aller voir les professionnels comme ses camarades. Même chose pendant la guerre. Et en plus, il s'indigne que les soldats aillent disperser leurs forces dans les bras d'une femme. Il faut garder toute sa force pour le combat. En plus, il peut être légèrement influencé à l'époque par une théorie qui existe dans l'extrême droite pan-germaniste, qui disait qu'il fallait garder sa semence jusqu'à l'âge de 35 ans, sa semence pure pour la reproduction. Alors Hitler passe un peu la date limite,
Parce qu'on peut vraiment imaginer qu'avant l'âge de 40 ans, il ne se passe rien. Et puis finalement, après, il a le succès d'une vedette politique. Donc les femmes se jettent, c'est jamais compris d'ailleurs ça, mais personnellement. Mais les femmes se jettent dans ses bras en tant c'est une vedette. Et donc là, il y a des histoires très compliquées que je raconte, mais qui ne sont jamais des histoires véritablement sexuelles et qui conduisent toutes ces femmes au suicide, car toutes les femmes qui ont aimé Hitler se sont suicidées. Alors, je voudrais que vous nous lisiez un passage qui est là aussi un peu long, mais qui est formidablement bien écrit, et qui, en fait, nous montre que c'est vrai qu'Hitler, vous le dites, a eu sa première relation sexuelle à peu près vers 40 ans, mais qu'en fait, ensuite, toutes ces relations sexuelles, en quelque sorte, il les a eues avec la foule, qu'il haranguait en permanence. Oui. Alors, je vous propose de lire le passage qui est... Bon, c'est un peu long, mais je pense qu'il illustre très bien, et vous l'avez très bien écrit. Il sublime sa sexualité, son absence de sexualité dans son rapport avec la foule. Et c'est vrai, quand on regarde les films, on a vraiment l'impression d'un homme qui fait l'amour à la foule. Et il disait, la foule est une femme. Et alors, voilà. Donc du coup, voilà. C'est drôle de faire ça en face d'une foule. Ouais, c'est un peu... je suis désolé pour le passage, hein, mais bon... Ça ne m'est jamais arrivé. On va apprécier en tout cas l'écriture. La foule est une femme. La femme est longue à venir. Hitler est un grand amant parce qu'il est encore plus lent qu'elle. Dès le départ, il livre des arguments, des idées, mais il donne peu. Il traîne, il retient. Il veut créer l'envie dans la foule, il veut qu'elle s'ouvre. Il garde ses assauts pour plus tard. Par contre, lorsqu'il s'échauffera, il sera fort, bandant, inépuisable. En amour, on appelle ça un étalon, en politique, un démagogue. Le secret de la réussite, c'est de ne penser qu'à la jouissance de l'autre. Hitler commence à faire frémir la foule. Elle applaudit. Elle veut participer. Il l'attise, la laisse faire, la retient, plaque sa bouche sur la sienne pour l'empêcher de crier. Il va et vient, il se retire, il enlève son bâillon, elle exulte. Il redonne l'assaut, elle s'étonne. Quoi, déjà ? Il va, il insiste, elle suit, elle crie, il continue, elle gémit, il change de rythme. Elle ronronne et se plaint à la fois, il accélère, le cœur s'emballe, elle jouit. Il enchaîne immédiatement. Non, elle n'en peut plus. Elle est convaincue. Elle a compris. Personne n'est meilleur. Si, il insiste. Et curieusement, elle repart avec lui. Maintenant, sa volonté est vaincue. Elle lui appartient. Il est son maître. Elle fait d'elle ce qu'il veut. Il est son présent, son avenir, car il est déjà son meilleur souvenir. Elle jouit encore, et encore, et encore. Maintenant, elle ne distingue même plus les pics de l'orgasme. Elle n'est plus qu'abandon. Elle hurle continuellement. Et pendant qu'il la laboure, elle lui promet tout ce qu'il veut. Oui, avec toi, plus sans toi, jamais. Il se retire d'un coup et disparaît. Elle a subitement mal. Contre la douleur s'élèvent des musiques. Pour se remettre, la foule chante. Elle redescend dans le monde normal. Oui, c'est promis, il reviendra. Hitler s'est déjà réfugié dans sa voiture. Ensuite, il sautera dans un avion pour rejoindre une autre ville qui l'attend déjà. Il fait jouir la foule, mais lui n'a pas joui. Il la méprise pour avoir joui si facilement sans que lui ait joui. Et dans le mépris, il se sent supérieur. Et dans ce mépris, il garde le pouvoir. Et dans sa frustration, il trouvera la force de recommencer 1 heure plus tard. Bravo. Alors, lorsque la Première Guerre mondiale est déclarée, Hitler est donc, le vrai Hitler est donc un exclu. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'il se fait d'abord réformer, oui. Et puis quelques jours plus tard, il va très vite s'inscrire dans une caserne, dans l'armée allemande. Oui. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis ? Il a fui ses obligations militaires, c'est quand même ahurissant quand on pense à la suite, parce qu'il se considérait toujours comme un artiste, etc. Et puis finalement, à force de lecture des journaux, à force de voir sentir monter la pression en Europe, il se met, comme beaucoup d'Allemands et d'Autrichiens, à souhaiter cette guerre. Et donc, à ce moment-là, il vient de quitter Vienne pour Munich parce qu'il a enfin touché son héritage. On touchait l'héritage à 24 ans ou 25 ans, hein, à l'époque. Donc, il a enfin touché le petit héritage qu'il a et il est allé s'installer en Allemagne. Il a quitté l'Autriche. Et il va profiter de la confusion de la déclaration de la guerre
pour se faire passer pour un Allemand alors qu'il est autrichien. Et lorsqu'il va s'inscrire dans la caserne, il ne montre pas son livret militaire et du coup il est enrôlé dans l'armée allemande. Et à partir de là, il corrige une des premières erreurs de sa vie. Il passera son temps à corriger et à réinventer sa vie. Il corrige cette erreur qu'il a fait naître autrichien et non pas allemand. Et là derrière, vous avez déjà l'Anschluss de 1938, puisque dès qu'il sera au pouvoir, il voudra que l'Autriche soit annexée à l'Allemagne. Je vous laisse boire un verre parce que je vais vous remettre à contribution une dernière fois, parce que c'est un passage, je crois, très important du livre, parce que le déclic pour Hitler se produit vraiment pendant cette guerre, dont il va comprendre que c'est l'essence même de l'existence. Et plus que pendant la guerre, c'est véritablement pendant une attaque qu'il se métamorphose, que vous décrivez là encore admirablement, et que je vous laisse lire à nouveau, mais qui est vraiment, à mon avis, le moment le basculement. Merci. Le feu roulant commence, il pleut des obus dans les ténèbres. On entend à peine le gazouillement des fusées éclairantes qui envoient de temps en temps leur lumière. Les hommes quittent le boyau pour entrer dans les bois. Les Français ne sont pas loin. On entend des salves. Hitler transmet les ordres. Il faut longer le bois. Il court, il crie, il court, il jure. Des coups partent. Des balles se figent dans les écorces. Des camarades gémissent et tombent. Il court. Il se sent grand. Il est immense. Il court, il est devenu un guerrier, il charge, il ne craint rien, il n'a pas peur de la mort, il va la donner, il est le guerrier absolu. Il court, il plonge, il rampe, il se relève, il court. Il n'est plus lui, il n'est plus que réflexe. Son corps est plus intelligent que lui, son corps sait tout, son corps sent tout. Il est un enfin, un élan, rien qu'un élan, tout un élan qui le meut et le dépasse. La puissance monte au maximum en lui, incandescente. Il court. La vie est intense, plus intense qu'elle ne fut jamais. Avant, il n'a connu qu'un insipide néant. Maintenant, il existe. Il surexiste. Il court, il tombe, il jure, il rit, il court. Tout son sens est mobilisé. Tous ses nerfs sont à l'affût. Une énergie concentre en lui des ressources inconnues. Il n'a jamais vu si bien, ni entendu si finement. Jamais ses sens n'ont eu cette acuité. Il est un géant. La bête s'est réveillée en lui. Elle est belle, la bête, rapide, inépuisable, instinctive, millénaire. Elle est forte, la bête. Elle se jette au sol, esquive une balle, tire, se redresse, un flair énorme, la bête. Elle évite toujours la mort, elle la donne d'un coup sûr, et souple, et vive. Oui, en lui, l'homme meurt, la bête le remplace. Il court, il tire, il court. C'est le feu, c'est la charge, c'est l'extase de la charge. Je suis heureux, je n'ai jamais été aussi heureux. J'existe enfin. Merci, mon Dieu, de m'avoir fait connaître la guerre. Ça, c'est un basculement énorme. Oui. Tout se fait là. Alors, il faut voir que dans l'autre, il y a l'inverse. Oui. Pour lui, c'est une rupture dans sa carrière. C'est-à-dire, je raconte, ils vivent la même guerre, mais ils ne la vivent pas de la même façon. Pour Hitler, c'est une révélation, l'extase du combat, l'ivresse du combat, le sentiment de se dépasser, de n'être plus que réflexe, d'être plus qu'au service d'une cause, etc. Toutes ces choses des gens qui aiment la guerre et qui aiment le combat. Et puis, l'autre, Adolphe H., va vivre la guerre de façon totalement antithétique. C'est-à-dire, pour lui, d'abord, la guerre est un empêchement, puisqu'elle l'interrompt dans son travail d'artiste. Elle le réduit à n'être plus l'artiste qui veut être, l'homme qui veut être, mais simplement de la chair à canon. 2 bras, 2 jambes, ça suffit pour la guerre. Donc, elle le réduit à ça. Donc, c'est déjà un démenti. Et puis ensuite, cette guerre, il va la vivre comme une guerre industrielle, une guerre de fer, une guerre d'obus, une guerre de tranchées, naturellement aussi, mais comme la chose la plus atroce de son existence. Et il va sortir de cette guerre comme un pacifiste absolument convaincu, d'autant plus qu'il y perdra un de ses amis et qu'il y aura cette dimension-là aussi. Et il tombe amoureux en plus d'une nonne pendant la guerre. Oui, tombe amoureux, ouais. Si vous voulez, d'une religieuse, la sœur Lucie, parce qu'il est blessé, qu'une infirmière est une sœur, mais bon. Ils vont pas du tout vivre la chose de la même façon, et puis surtout, ils vont ressortir de la guerre totalement différents, c'est-à-dire que pour Hitler, la guerre aura été une révélation, que l'essence même de la vie, c'est le combat. Et la guerre pour Adolf H., le peintre, aura été le sommet de la barbarie. Elle fera qu'il refusera toute la dimension politique désormais dans sa vie, il sera complètement apolitique, il sera pacifiste, convaincu. Et puis surtout, il vivra toutes les années 20 dans la volonté d'oublier, dans l'amnésie.
Et c'est pour ça que je l'amène à Paris. Après, dans la troisième partie du livre, Adolphe H. vit à Paris, à Montparnasse. Il rencontre André Breton. Oui, il rencontre André Breton, qu'il appelle le fakir. Il rencontre tous les peintres surréalistes, toute l'école de Paris, etc. Et il va vivre une belle histoire d'amour à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il va être typique, Adolphe H., de ces hommes qui sortent vivants de la guerre, de ces jeunes gens qui sortent vivants de la guerre et qui veulent oublier. Donc ils vont se griser de modernité. Ils vont inventer des nouvelles formes, des nouvelles choses pour oublier. C'est ça la modernité des années 20, cet appétit, absolue nouveauté. Alors que l'autre homme, Adolf Hitler, lui, va vivre toutes les années 20 au contraire dans la revanche, se souvenir et se venger de Versailles 1918. Et de la société qu'il a exclue auparavant. Et de la société aussi qu'il a exclue. Mais tous les exclus ne sont pas devenus ensuite tous les exclus qui ont fait la guerre 14-18 ne sont pas devenus des dictateurs. Pourquoi lui, il a eu plus de rancœur que les autres? Pourquoi il est allé plus loin après? Parce qu'il simplifie plus que les autres, à mon avis. Il simplifie. Et puis, l'autre jour, quelqu'un me demandait qu'est-ce qu'un monstre? Et c'est vrai qu'après avoir écrit ce livre, j'avais quand même un peu réfléchi à la question. Et pour moi, un monstre, c'est quelqu'un qui n'éprouve aucune culpabilité, jamais, qui n'a aucun sens de la faute. Et le propre d'Hitler, c'est qu'il trouve toujours des solutions qui excluent la moindre culpabilité de sa part. Et qu'à ses propres yeux, il est absolument un ange et un être qui fait le bien sur la terre. Je crois que c'est ça la définition du monstre, d'être absolument à l'écart de tout sentiment de faute et de culpabilité. Pour revenir au titre du livre, donc vous dites que Adolphe H., le faux, devient vraiment un peintre reconnu, il se mêle au surréaliste, donc il côtoie André Breton. Pourquoi est-ce qu'il réussit dans la peinture? Vous vous dites que c'est parce qu'il fait la part de l'autre en lui. C'est vrai que le titre du livre, on en comprend son importance au fur et à mesure qu'on lit le livre, parce qu'on croit au début que la part de l'autre, ça veut simplement dire Hitler et puis l'autre qu'il aurait pu devenir. Et en fait, c'est un thème philosophique. J'imagine effectivement que Adolphe H., donc le peintre, eh bien, il a les problèmes qu'aurait dû avoir Hitler, c'est-à-dire il n'est pas très original dans sa peinture. Il a une facture assez classique, il est très académique, et il s'en rend compte. Et il souffre beaucoup de son académisme et du fait qu'il se rend bien compte qu'il n'est pas un peintre original. Et au retour de la guerre, en 1918, alors qu'il a perdu son ami Bernstein, qui était un petit génie de la peinture et qui a été atrocement broyé dans les combats, il passe une nuit comme ça, à délirer dans son atelier et à faire un tableau sans se rendre compte de ce qu'il fait. Et il fait un tableau qui lui paraît totalement aberrant, mais il le fait parce qu'il ressent une nécessité intérieure et puis il s'endort. Il se laisse aller à ses émotions. Il se laisse aller à ses émotions et à tout ce qu'il travaille à l'intérieur de lui. Et puis le lendemain matin, quand il se réveille, il voit son autre ami Neumann qui regarde le tableau et Adolphe H. dit « Non, je sais, c'est n'importe quoi, je suis désolé d'avoir fait ça. » Et Neumann dit « Non, tu as fait ton premier tableau. » Pourquoi ? Parce qu'au fond, Adolphe H. a fait un tableau surréaliste. Il a pratiqué la peinture automatique comme il y a une écriture automatique, c'est-à-dire qu'il s'est laissé à assembler ses pulsions et les images dans le désordre, par association. Et vous savez, beaucoup de peintres surréalistes sont des peintres qui, de facture, sont très académiques, comme par exemple Magritte ou Dali. La facture est totalement académique. C'est le type d'inspiration surréaliste qui les distingue des peintres pompiers ou des illustrateurs. Donc j'ai imaginé que Adolphe H. était comme ça et que, au fond, c'était très important parce que ça voulait dire qu'il quittait cet idéal de maîtrise et qu'il laissait les choses travailler en lui. C'est-à-dire qu'il savait non seulement faire la part de l'autre dans ses amitiés, dans la sexualité et dans ses amours, mais qui savait aussi travailler la part de l'autre en lui, c'est-à-dire accepter que des choses lui échappent, que son imaginaire fonctionne en roue libre, et donc il va être un des petits maîtres du surréalisme. Et alors, à contrario, lorsque Hitler le Vrai, lui, est désigné chancelier d'Allemagne, vous dites que, en fait, les gens n'ont pas désigné un homme politique, mais un artiste. Certes raté, mais un artiste. Oui, je pense qu'une des grilles de lecture de la vie d'Hitler, c'est l'artiste raté. Car son organisation totalitaire, sa conception totalitaire de la politique et du monde est typique d'un artiste raté qui veut organiser tous les détails du tableau, tous les détails de la mise en scène et qui veut régler la moindre chose, c'est-à-dire prendre possession de la vie absolument. Et puis, il y a chez lui à la fois l'artiste raté et puis l'admirateur de Wagner. C'est un des grands thèmes du livre. Je reviens toujours sur
les opéras de Wagner qu'il a vus. D'ailleurs, sa vie est orchestrée un peu comme un opéra. Un peu. Sa vie est orchestrée comme un opéra, et dont il est le soliste, et les foules sont un chœur unanime. Et quand il se suicide à la fin de sa vie, pour nous, c'est outre le soulagement qu'on éprouve quand il se tue dans son bunker. Avec Eva Braun. Avec Eva Braun. D'abord, c'est vrai qu'il lui dit, c'est là qu'il accepte qu'Eva Braun apparaisse à ses côtés dans l'histoire, puisque au fond, Eva Braun avait une petite niche à la chancellerie, elle avait le droit de venir, et puis ça faisait taire des rumeurs. Donc il avait l'impression d'être un homme normal, puisqu'il y avait une femme quand même qui était là, mais elle n'est jamais apparue en public. Or, finalement, quand il décide de se suicider, Eva Braun lui demande de se suicider avec lui. Et à ce moment-là, le premier réflexe d'Hitler, c'est de dire non, parce que c'est sa mort, elle ne veut pas qu'on la lui vole. Et puis ensuite, il se rend compte que ça serait beau dans le tableau. Parce qu'une jeune fiancée, belle, endormie à côté du Führer de l'Allemagne, du coup, c'est plus seulement le crépuscule des dieux, c'est Tristan et Iseult. Alors la référence wagnérienne joue, et il décide d'accepter le suicide d'Eva Braun, et il va même plus loin, c'est-à-dire il accepte ce qu'il lui a toujours refusé, il accepte de l'épouser. Et il l'accepte, et donc il l'épouse 24 heures avant de se suicider. Un de mes amis m'avait dit l'autre jour, voilà un homme qui a tout compris au mariage. Donc il l'épouse 24 heures avant de se suicider. Et lui, voilà. Est-ce que sa force, finalement, ça n'a pas été d'avoir été sous-estimé par le peuple? La grande force d'Hitler, et à mon avis, le secret, un des secrets, mais c'est quand même un mystère, mais un des secrets de son ascension politique, c'est le mépris et l'ignorance dans lequel le tenaient ses adversaires. C'est-à-dire que certains l'entendaient, entendaient ce qu'il disait, et le ralliaient. Ceux qui avaient entendu et qui étaient à ses côtés pour ces mauvaises raisons-là, eux, ils avaient entendu. Et les autres n'entendaient pas et s'en débarrassaient en disant « c'est un fou, c'est un fanatique, c'est un hystérique, c'est un marginal », etc. Et Hitler profitait de ce mépris qu'avait le monde politique à son égard pour continuer son ascension et boucler progressivement tous les postes, etc. Donc il savait que le mépris dans lequel on le tenait était le véritable facteur de son ascension politique, car il était minorisé. Alors, il y a vous faites un moment une démonstration qui est très intéressante sur la fin du livre. C'est Sœur Lucie, donc cette religieuse qui a rencontré Adolf H, donc le faux, à l'hôpital après avoir été blessé à la guerre, qui lui écrit et qui distingue dans cette lettre les salauds égoïstes et les salauds altruistes. Et alors, curieusement, donc ça mérite une explication, elle dit que ce sont les salauds altruistes qui sont les plus dangereux parce qu'ils n'agissent à leurs yeux que pour le bien commun. Oui. Oui, parce que dans l'histoire de Adolf H, le peintre, je lui fais connaître la trahison. Il est trahi par un de ses jeunes, d'une façon horrible, par un de ses jeunes élèves, par rapport à sa fille. Et donc il connaît la monstruosité dans le champ du privé. Mais cette sœur Lucie, qui est donc son infirmière, avec qui il a des rapports depuis la guerre jusqu'à la fin de sa vie, elle lui montre que être un salaud dans le champ du privé, ce n'est rien. Parce qu'au fond, dans le champ du privé, le salaud, c'est quelqu'un qui vise son bien et qui cherche à se faire du bien. Et donc sa capacité de nuisance s'explique par son égoïsme. Donc ça, c'est le salaud égoïste. Mais le pire, c'est le salaud altruiste. C'est-à-dire celui qui fait de la politique et celui qui veut réformer l'homme, celui qui promet des lendemains qui chantent, celui qui promet une réforme totale de l'humanité, celui qui veut changer l'homme, qui veut d'abord en faire disparaître une partie, en tout cas ceux qui ne pensent pas comme lui ou ceux qui ne sont pas de la même race que lui, etc. Donc c'est-à-dire le salaud qui pense aux autres. C'est celui-là le pire, puisque ce sont les plus grands tyrans et les plus grands dictateurs, les plus grands monstres, ceux qui exercent la terreur, sont des gens qui, à leurs propres yeux, font le bien. Sans hésitation. Hitler avait quelque chose de messianique, mais du côté du Messie noir, mais il ne se voyait pas comme un Messie noir. Il se voyait comme quelqu'un qui allait réformer l'humanité en faisant disparaître les éléments malades ou racialement impurs. Donc à ses propres yeux, il avait les mains propres. Et ça, c'est terrible, parce que rien ne pouvait l'arrêter par rapport à ça. Donc le salaud altruiste est sans doute le pire des salauds.
Je le disais au début du livre, la vraie question, donc c'est la part de l'autre, cette bête, comme vous dites, qui sommeille en nous. Est-ce que vous irez jusqu'à dire que finalement on est tous au départ des Hitler, possible? Non. Est-ce que vous avez peur vous-même que la bête qui est en vous se réveille? Je crois qu'on commence tous plutôt du côté d'Hitler, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus tyrannique qu'un bébé, par exemple. C'est vrai. Oui. Et parce que le bébé, mon ami Amélie Nothomb avait écrit un livre là-dessus, La métaphysique des tubes. Oui. Le bébé est quelqu'un qui est absolument tyrannique et qui pense que le monde entier est à sa disposition et que sa mère n'est qu'un bras supplémentaire ou une succursale de lui-même. C'est-à-dire il est encore dans l'indistinction de lui et du monde et dans l'indistinction de lui et des autres. Donc on commence tous dans cette indistinction. On commence tous en pensant qu'on est Dieu et que le monde nous obéit. Et puis après, progressivement, on devient un homme parce qu'on apprend qu'on a des limites. Les limites de son corps, les limites de sa pensée, les limites de sa force. Et découvrir qu'on est un homme, c'est apprendre qu'on ne peut pas et qu'on est limité. Donc c'est la découverte de nos limites qui fait l'identité humaine. Et puis qu'on ne vivra pas toujours aussi, c'est parmi nos limites. Donc on apprend la condition humaine par une série de démentis successifs. Mais on commence tous comme des dieux égoïstes et absolus. Et puis il y en a certains qui l'ignorent et qui reviennent à cette espèce de statut de bébé monstrueux qui manifeste une emprise absolue sur le monde. Donc ce sont nos choix qui nous construisent. Donc qu'est-ce qui fait effectivement l'humanité d'un homme? C'est ses choix, c'est-à-dire les valeurs qu'il met en avant, et qui fait qu'il a le sens de l'altérité, qu'il a le sens de l'humanité, qu'il est compassionnel ou pas, etc. Et ça, c'est le comportement qui fait ça. Donc, on est tous... Personne n'est à l'abri, mais personne n'est à l'abri de redevenir un monstre d'égoïsme et d'emprise sur le monde. Ça ne dépend que de nous de ne pas être monstrueux. Je le crois vraiment. Donc on a tous ce possible de la monstruosité dans l'horizon de notre conscience. Alors dans la partie fictive du livre, il faut quand même dire ce que vous imaginez, c'est-à-dire vous décrivez une Allemagne qui n'a pas connu le nazisme, oui. Une guerre éclair contre la Pologne pour récupérer des territoires, 10 000 morts, bon évidemment c'est rien comparé aux 55 millions de la Seconde Guerre mondiale. Il y a bien Goebbels, mais qui fait quoi, 1% aux élections. Il y a Goebbels qui... Oui, parce que j'imagine donc l'Allemagne sans Hitler au pouvoir, puisqu'il y a juste un Adolf H. peintre. Donc oui, il y a le petit Goebbels qui fait 1% aux élections, mais enfin personne ne prend au sérieux. Donc vous êtes demandé ce que serait le monde là aujourd'hui s'il y avait... Oui, je fais des petites hypothèses, mais dessous oui, c'est-à-dire que l'Allemagne serait peut-être contentée effectivement de vouloir récupérer le couloir de Danzig, ça tous les historiens le disent. Donc, elle n'aurait pas honte d'elle aujourd'hui sans doute? Surtout la conscience allemande serait complètement différente, c'est-à-dire d'abord il y aurait une grande Allemagne, il y aurait une grande Allemagne, il n'y aurait peut-être pas d'Europe d'ailleurs avec cette grande Allemagne, on peut se poser la question. Et surtout l'Amérique serait restée provinciale puisqu'elle ne serait pas intervenue dans les conflits européens. Donc elle serait restée autonome, provinciale. Elle n'aurait pas récupéré tous les savants non plus qui ont fui. Il y aurait beaucoup moins de prix Nobel américains. L'URSS, on peut imaginer, mais là c'est la jubilation des idées, mais enfin moi c'est ce que j'aime mettre dans mes livres, on peut imaginer aussi que l'URSS se serait effondrée beaucoup plus vite parce que Staline n'aurait pas été conforté par la victoire de 1945 et n'aurait pas fait cette marche jusqu'à Berlin qui lui a permis ensuite de créer les démocraties populaires et puis de faire cet équilibre du monde entre les États-Unis et le grand bloc de l'URSS qui fait la guerre froide. Tout ça, ce sont les conséquences d'Hitler. Et puis aussi, la question qu'on peut se poser, c'est que la revendication sioniste, c'est-à-dire cette volonté de faire un État d'Israël qui existait depuis la fin du 19e siècle, qui n'avait jamais eu d'oreille, puisque les Anglais refusaient tout ça, il a fallu le traumatisme absolu de la découverte des camps et du sort qui avait été fait aux Juifs par Hitler pour qu'il y ait une émotion internationale et que l'ONU dise on va faire Israël en Palestine. Ça, c'est l'ironie absolue de l'histoire, c'est qu'au fond, Steiner l'avait dit, le grand philosophe Steiner, c'est Hitler qui rend possible la création d'Israël, à cause, malheureusement, de l'Holocauste.
Alors, on a vraiment beaucoup survolé le livre, mais je voudrais qu'on parle 10 minutes ou un quart d'heure en tout cas de théâtre, mais vous pourrez poser bien sûr des questions sur le livre. Une dernière quand même, mais plutôt dans la manière dont vous l'avez écrit et vous l'avez vécu ce livre. Tous les écrivains disent, lorsqu'ils écrivent un roman, qu'ils vivent de manière très étroite avec leur personnage. Celui-ci était très particulier. Est-ce que ça a été éprouvant pour vous? C'est la pire chose franchement, ça a été la pire chose de ma vie, d'écrire ce livre. En même temps, absolument fascinant et passionnant de faire ça, parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre ce personnage de l'intérieur. Et donc, ça me forçait à cohabiter avec les parties peut-être les moins agréables de l'être humain. Et puis de compulser chaque jour une documentation dont je me serais bien épargné la mémoire certains jours. Donc ça, c'était une chose extrêmement pénible. Et en même temps, j'avais la volonté de comprendre, et ça me paraissait important, et puis d'écrire. Et puis en même temps, en même temps que j'avais cette maladie de vouloir comprendre et de fréquenter cet Hitler, j'avais le remède à la maladie qui était Adolphe H. C'est-à-dire cette même souche humaine, j'en faisais pas un monstre, mais c'est pas la rédemption d'Hitler, hein, c'est la rédemption de l'homme. Attention, il n'y a pas de rédemption d'Hitler, je le décris tel qu'il est. Mais la rédemption de l'homme, c'est-à-dire penser que cette même souche humaine pouvait donner quelqu'un de correct, de capable d'amour et de sympathie, etc. Parce que je crois qu'effectivement, une même souche humaine, en fonction des circonstances et des choix, elle peut donner des êtres extrêmement différents. On l'a tous imaginé pour nos vies. Et tout à l'heure vous me disiez, et si, pour vous, bien sûr, on a tous des moments charnières de nos vies qui font qu'on va plutôt dans tel sens, que c'est les rencontres, c'est les réussites, c'est les échecs, c'est qu'on entend tout d'un coup un mot, qu'on voit quelqu'un rentrer dans une pièce, bon, tout ça, ça change nos vies. Donc, il y avait ça, mais ça a été une expérience très dure, d'autant plus que quand on écrit, on devient comme le personnage qu'on décrit, parce que on pratique, même quand on n'a aucune sympathie, on pratique l'empathie. Donc, on devient le personnage qu'on est. Et quand j'écrivais ce livre, donc à la fin, quand je décris Hitler qui devient de plus en plus malade, etc., je descendais le soir parce que mon bureau est tout en haut de la maison. Je descendais le soir pour déjeuner et mes neveux qui ont 10 et 12 ans me disaient mais qu'est-ce que tu as, etc. Je disais ben non, il est malade. Donc j'étais comme ça. Et puis un jour, ils me voient arriver en pleine forme. Et ils ont compris, ils m'ont dit tu l'as tué. Je dis oui, je l'ai tué. Bien, ça sera la dernière question sur le roman. Questions peut-être sur le livre. Questions sur le livre s'il y en a, sinon quelques questions sur le théâtre. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur le livre et puis on reviendra au théâtre après? Oui, madame, je vous en prie. Alors, les hôtesses arrivent en courant. Levez bien la main pour qu'on vous situe. Et levez-vous si vous le souhaitez. Vous le souhaitez. Merci. J'avais une question à poser. Je voulais savoir si l'anecdote dans le livre, à la page 78, qui fait se rencontrer Hitler et les jeunes homosexuels par Vetty était une anecdote réelle, si ça s'était vraiment passé, et si oui, si elle n'était pas un peu un préambule à la nuit des longs couteaux. Alors, ce groupe Ostara, merci de votre question. Ce groupe Ostara, qui est un groupe pan-germaniste, raciste, antisémite. D'ailleurs, le mot antisémite n'est pas juste, il faudrait dire anti-juif, parce que sémite, c'est autre chose. Mais enfin bon, passons. Antisémite et flirtant avec l'homosexualité à travers la figure de Siegfried, etc. Ça, c'est tout à fait réel. Et ce qui est réel aussi, c'est qu'Hitler a eu connaissance de cette revue Ostara à cette époque-là et qu'il l'a négligée. Mais il a juste gardé l'idée du svastika, c'est-à-dire de la croix gammée, qu'il reprendra des années plus tard, parce que c'était déjà le signe de cette revue. Par contre, la rencontre avec... que j'imagine, c'est-à-dire ces thés de garçon chez la logeuse, ça, c'est moi qui, pour mettre en scène ça, l'ai inventé. Pour mettre en scène le fait qu'il a connu ce milieu-là et qu'il l'a refusé. Et évidemment, vous avez raison, c'est une préfiguration de la nuit des longs couteaux et de l'horreur qu'il a développée de la partie homosexuelle du pan-germanisme, etc. C'est-à-dire rhume. Bien, autre question.
sur l'ouvrage, éventuellement sur le théâtre. On peut peut-être empiéter sur le théâtre. Les questions sont toujours difficiles à venir. Il faudrait dire que c'est la dernière. Voilà. Bravo. En courant. Pour finir de répondre à votre question, parfois je mets en scène, si vous voulez, c'est ça, je dirais, la façon romanesque de présenter les choses. C'est-à-dire, je mets en scène les idées. C'est-à-dire le fait qu'il a connu ça et qu'il n'y a pas adhéré, moi j'en fais une scène. Donc alors là, tout d'un coup, je flirte avec la vérité et la fiction. Par contre, dès 1900... Dès qu'on rentre dans la carrière publique, vous avez vu, là, je n'essaie pas de raconter ce qu'on connaît tous déjà, mais j'essaie de faire des scènes intimes, lui dans sa baignoire, etc., essayant de se suicider, pour ne pas raconter les choses qu'on a lues partout, mais toujours me servir de la fiction. Oui ? Oui, bonsoir. Voilà, puisqu'on est sous une voûte, là, j'imagine, imaginez que ce soit tous des livres, vous savez, qui sont vus par la tranche, et ce serait un peu comme des vies, puisque des livres ont été brûlés pendant la dernière guerre mondiale, donc oui. On n'avait pas droit au savoir, et finalement, ce seraient tous les livres qu'on lit à travers notre vie, ça pourrait aller, j'en sais rien, de Talleyrand à Napoléon, de Chopin à Wagner. Et finalement, vous parliez de bébé tout à l'heure, et je pensais à Kubrick, il faudrait peut-être, avant de commencer sa vie, j'en sais rien, un peu aller autour de la Terre et dire comme Nicolas Hulot, bon, c'est la seule dans l'univers, cette planète, et elle est formidable. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, vous parliez de musique aussi. Et c'est vrai que si on devait, j'en sais rien, un message, ou s'il devait rester quelque chose, ce serait peut-être une musique de Chopin, quelque part, un écho qu'on entendrait loin à travers l'univers. Enfin, tout ça pour dire que la Terre, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de plus joli, enfin... Il faut en profiter, c'est tout. Voilà, j'arrête de dire des bêtises. C'est une réflexion. Ouais. Une note optimiste. Pour parler du roman et aussi du théâtre en même temps, dans une interview que j'ai retrouvée, vous donniez il y a quelques années à propos de vos pièces, le journaliste rappelait que vous n'étiez pas encore essayé la littérature, et vous répondiez « Un romancier, ça doit s'emmerder au dernier degré. Il ne voit jamais personne lire ses livres, il est horriblement solitaire. » Et vous rajoutiez « Nous, les théâtreux, on voit nos pièces, on les entend. » Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? D'abord, je confirme ce que je dis. Non, pas que ça soit emmerdant d'être romancier. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on est auteur de théâtre, c'est vrai qu'on a la réaction immédiate du public, puisqu'il suffit de rentrer dans une salle et de voir 300 personnes, 1000 personnes réagir à la pièce. Et vous savez à ce moment-là si votre pièce, elle vit ou elle vit pas, si elle est morte ou si elle est vivante, ou si est-ce qu'elle provoque des émotions, des rires ou pas. Vous avez la sanction immédiate. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Vous ne pouvez pas avoir d'illusions, d'ailleurs, quand vous êtes auteur de théâtre. C'est parce qu'il y a beaucoup de romanciers qui se font des illusions, parce qu'au fond, ils ne savent jamais ce qu'on pense de leur livre. Un auteur de théâtre, il sait tout de suite. Ouais. Ça, donc, et ça, c'est une chose merveilleuse. En plus que moi, généralement, ça s'est plutôt bien passé. Oui, donc, je ne vais pas dire ça. Mais, et c'est vrai que le roman me faisait peur, parce que je me disais, mais je ne saurais jamais ce qu'on pense de mes livres. Et bon, qu'est-ce qui a fait que j'ai quand même franchi l'obstacle ? C'est que j'avais des choses à dire que je ne pouvais dire qu'à travers la fiction romanesque. Puisque cette part de l'autre, par exemple, je ne pouvais pas le faire sur scène. Je ne pouvais pas embrasser un siècle entier, le XXe siècle, dans la vie d'un même personnage qui se dédouble au théâtre. C'était impossible. Ça posait en plus le problème de la représentation. De même, dans le roman précédent, l'Évangile selon Pilate, je voulais raconter une histoire que tout le monde connaissait, qui était l'histoire de Jésus, mais je voulais la raconter à partir de deux points de vue. Et il n'y a que le roman qui offre le point de vue. Parce qu'au théâtre, vous n'avez pas de point de vue. Au théâtre, vous avez une action. Il n'y a pas de point de vue sur l'action, il y a juste l'action. Alors, à l'intérieur, vous pouvez faire réfléchir les personnages sur l'action, mais vous n'aurez pas de point de vue. Tandis que dans un roman, vous avez des points de vue. Et dans le roman précédent, l'Évangile selon Pilate, il y avait le point de vue de Jésus lui-même sur ce qui lui arrive, juste avant de mourir, en se disant qu'est-ce qui s'est passé, comment je suis arrivé là, pourquoi est-ce que je vais mourir demain. Donc le point de vue de l'incarné sur l'incarnation, ça c'était nouveau, personne ne l'avait fait, personne n'avait osé non plus. Et puis après, le point de vue de Pilate,
C'est-à-dire du point de vue d'un préfet romain qui n'en a rien à foutre de cette histoire et de ce Jésus, enfin de ce Yeshua, et qui va simplement, est là pour assurer l'ordre, qui a une vision purement politique des choses. Et puis quand on lui apprend évidemment que le cadavre a disparu, il va rechercher le cadavre, puis quand on lui dit que le cadavre est réapparu, qu'il est vivant, il va essayer de prouver que non. Et puis en fait, il ne va pas y arriver. Donc à partir de là, je pouvais raconter une histoire que tout le monde connaissait en surprenant tout le temps. Et ça, c'est ce que permet le roman. Dans le théâtre, quelle est la part d'importance du texte? Est-ce que vous considérez qu'elle est majoritaire ou est-ce que c'est plutôt la mise en scène, les acteurs Moi, j'ai l'impression de ne pas être... Je suis le même écrivain quand j'écris une pièce de théâtre, quand j'écris un roman, mais en même temps, je ne fais pas appel je fais pas appel aux mêmes parties de mon imaginaire et de mon cerveau. C'est une expérience d'ailleurs très curieuse. C'est-à-dire que quand vous écrivez un roman, tout est dans le texte. Ouais. Le texte est tout de la communication. Et vous aurez un rapport direct. Le texte aura un rapport direct à son lecteur. Quand vous écrivez une pièce, vous n'écrivez que le dialogue, entre guillemets, de cette pièce, avec quelques indications scéniques. Et pour qu'il y ait une vraie pièce, il ne faut pas simplement qu'il y ait un bon dialogue, parce qu'il y a des tas de gens qui savent très bien dialoguer et qui ne savent pas écrire une pièce. Qu'est-ce que c'est une pièce? C'est une situation, des enjeux, une tension dramatique, une pression, de la peur, de l'ironie, de l'humour qui vient déconnecter tout ça. C'est-à-dire c'est un organisme vivant dans le temps. Que vous avez 1h30 ou 2 heures, vous organisez ça. Vous êtes comme un compositeur qui, à partir du moment où il commence une note, il va vous mener jusqu'à la fin de la symphonie. Il organise une durée musicale. Et bien, un écrivain de théâtre organise une durée de représentation. Alors que quand vous écrivez un roman, vous n'organisez pas une durée, puisque personne ne va lire le roman en un seul temps. Donc c'est déjà plus le même art. Et vous n'écrivez pas les dialogues de la même façon. Vous n'écrivez pas les dialogues de la même façon. Un bon dialogue de roman, ce n'est pas un bon dialogue de théâtre. J'espère que je fais des bons dialogues dans les deux cas, mais c'est pas du tout le même travail. Parce qu'un dialogue de théâtre va être simplement un dialogue qui doit être plein d'arrière-fond, et il va juste révéler quelque chose. Il va sûrement être un mensonge, d'ailleurs. Et en même temps, vous devez faire une construction dans laquelle, tout d'un coup, ce dialogue a un sens à un moment, mais il va avoir un autre sens à un autre moment, et vous vous rendez compte que ce n'était pas la vérité, etc., etc. Donc, vous avez une structure dans le temps de découverte progressive de la vérité des êtres. Dans un roman, vous avez d'autres... Le dialogue, il va être ce que dit la personne, et si vous voulez dire que s'il s'agit d'autre chose, vous faites un commentaire à côté, donc vous n'écrivez pas le même dialogue. Mais dans les pièces de théâtre, encore faut-il que le dialogue soit bien joué. Oui, c'est-à-dire que pour moi, un dialogue de théâtre, c'est le texte écrit de théâtre, ou le dialogue de théâtre, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire les 20% qui sont hors de l'eau, visibles. Mais pour écrire une bonne pièce de théâtre, il faut avoir écrit les 80% de la partie émergée, mais que vous ne verrez jamais sur le papier, mais qui sont la tension dramatique, la logique des situations, l'organisme théâtral, qui fait qu'il y a une pièce ou qu'il n'y a pas de pièce. Et ça, c'est 80% immergé. C'est ce sur quoi vont travailler les acteurs, le metteur en scène, le décorateur, etc. etc. Et le spectateur sera en rapport avec ça, il ne sera pas simplement en rapport avec un dialogue, il sera en rapport avec tout cet ensemble. Donc, c'est très différent, quoi. Donc, le texte de théâtre est un texte visible qui comprend beaucoup d'invisibles. Autrement, il n'est pas bon. Alors, tandis que un texte romanesque, c'est un texte globalement entièrement visible. Même si, par exemple, dans ce roman-là, entre le passage de Adolphe H à Hitler, c'est-à-dire dans les petites étoiles qu'il y a quand même l'invisible qui joue pas mal. Tout à fait, ouais. Bien, y a-t-il des questions sur le théâtre? Oui, dans le fond. Oui, bonjour, nous faisons partie d'une troupe de théâtre amateur. Nous avons décidé cette année de jouer l'Hôtel des Deux Mondes. Très bonne le idée. 23 et 24 mars, à Serran-Fultor, dans une petite commune. Et une petite question, faut-il voir dans le Docteur S, Éric Emmanuel S? Oui, alors je précise un peu la question de monsieur. L'Hôtel des Deux Mondes, c'est donc ma dernière pièce qui s'est créée à Paris il y a 2 ans, avec Rufus, Catherine Arditi, etc. Et il y a effectivement un personnage, les personnages sont il y a un docteur S qui tient cet hôtel un peu particulier. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, puisque c'est un endroit tout à fait spécial, l'Hôtel des Deux Mondes. Alors, je vais vous dire la vérité, parce que maintenant, j'arrive plus à la cacher.
Le premier nom du docteur S, c'était le docteur Schmitt-Lapsus. Parce qu'effectivement, le docteur S, c'est le dramaturge qui fait rentrer les personnages, qui les fait sortir, qui sait des choses sur leur vie et qui en même temps ne sait pas tout et qui n'a pas tous les pouvoirs. Exactement comme le docteur S dans cet hôtel un peu particulier. Donc, mais une fois que j'ai écrit ça, je me suis dit, c'est pas possible, je vais me faire emboîter si je laisse Schmitt-Lapsus. Donc j'ai mis S. Et ce qui m'a plu, c'est que pendant 2 ans, les critiques ont dit S comme science, S comme savoir, S comme sphinx. Et moi, chaque fois, je leur disais oui. Jusqu'au jour où Francine Berger, qui a été la deuxième interprète du rôle, la première étant Victor Laszlo, Francine Berger jouant ce rôle. Le spectacle avait tellement de succès qu'il fallait changer la distribution, les acteurs étaient pris, ils repartaient. Bon, tout ça. Et moi, à cette époque-là, je n'étais pas en France, donc j'arrive juste pour la reprise de rôle de Francine Berger, donc je ne l'ai pas vue répéter. C'est une actrice que j'adore et que j'avais déjà eue dans une de mes pièces. Et je vois ce qu'elle fait avec le rôle et je trouve ça merveilleux. Et je vais la voir après et on commence à parler. Et elle m'a dit, je sais qui est le docteur S. Moi, j'avais jamais raconté l'histoire. Et elle me dit, c'est toi. Et elle avait construit toute son interprétation du personnage comme ça, comme le dramaturge. Moi, pas moi Schmitt, mais moi, le dramaturge. Madame. Oui, non, c'était simplement que dans la pièce de théâtre, il y a un personnage qui a la certitude que c'est une femme et un autre qui pense que c'est un homme. Oui. Je ne vais pas dire qui est-ce, parce que bon... C'est ce qui prouve bien que ce n'est pas moi, quand même. Non. Et moi, j'ai eu la certitude que c'était une femme parce que j'avais le sentiment que c'était la doctoresse. Voilà, tout simplement. Oui, mais il y a un jeu de mots. Hein. Voilà, donc non, mais je brouille les pistes. Mais je me doutais bien qu'il y avait une autre signification, effectivement. Oui, parce que c'est le doctoresse, la doctoresse. Et comme ce personnage est en fait un personnage qui n'est pas de chair et d'os, puisque c'est un personnage qui est dans un lieu imaginaire, chacun le voit en fonction de son imaginaire à lui. Donc c'est vrai que certains personnages le voient comme une femme et d'autres comme un homme. Mais nous, alors on a choisi toujours de le représenter par une femme parce que ça nous a paru plus compassionnel. Alors ça, je vais faire hurler les hommes dans la salle, mais comme c'était effectivement quelqu'un qui soigne, il nous semblait que c'était plus fort sur une figure féminine. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de trouver les personnages, de trouver les rôles pour les deux hommes, les deux personnages en blanc. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus... Les deux personnages en blanc, les anges. Voilà. C'est plus difficile de trouver les visages et les corps qui se prêtent à ce genre de rôle. C'est très difficile à distribuer, et puis il faut leur faire un texte intérieur. À eux de se faire un texte intérieur pour jouer la pièce. C'est-à-dire, quand ils échangent avec les yeux, il faut qu'il soit fait un texte qui parle comme des sourds, enfin, à travers les yeux, avec l'expressivité des sourds. Toute l'ampleur des deux personnages. Oui. Autre question. Dans beaucoup de pays, ces deux personnages ont été chorégraphiés, pour vous donner une clé. Souvent, il y a le metteur en scène ont chorégraphié le personnel de l'hôtel, qui sont en fait des anges. Ils ont été chorégraphiés. Est-ce qu'il est vrai que vous avez écrit ou vous écrivez encore vos pièces en pensant à vos grands-mères? Est-ce que c'est vrai, ça? Et oui, non, puisqu'elles sont mortes maintenant, ouais. L'année dernière. Pensant, pardon. Oui, mais... Non, mais j'ai souvent dit ça parce que c'est vrai que je suis philosophe, mais qu'en même temps, j'espère, des choses tout à fait accessibles. Et en tout cas, j'ai le souci absolu d'être accessible. Je pense que j'aurais d'ailleurs pas eu de succès s'il n'y avait pas eu ça. Et c'était pour moi d'abord pris dans un schéma familial, c'est-à-dire que je viens d'une famille où les gens étaient allés jusqu'au certificat d'études et étaient artisans, avaient des petits métiers, ces métiers-là, qui n'étaient pas des métiers intellectuels. Et puis moi, par le fait de mes études, évidemment, je suis devenu agrégé, docteur, maître de conférences, tout ce que vous voulez, et fréquentant des gens qui avaient beaucoup de diplômes. Et chaque fois que je prends la plume, je veux toujours réunir mes deux histoires. C'est-à-dire d'où je viens, c'est-à-dire ce milieu-là,
qui adorait aller au théâtre, parce que je suis allé au théâtre avec elle, et à l'opéra aussi. Et puis mes amis ou mes connaissances qui peuvent être des gens qui ont fait des études supérieures. Et j'ai toujours voulu avoir ces deux strates et ces deux visées. Donc c'est pour ça que j'ai toujours raconté des histoires. Même que la narration et la dramaturgie ont toujours été si importantes. Et les personnages. Je vous ai lu raconter, et c'est d'ailleurs, vous le racontez très bien, si vous pouviez nous le redire, votre première pièce de théâtre, en tout cas votre premier choc au théâtre, vous aviez je crois 8 ans, c'était Cyrano avec Jean Marais. Jean Marais, ouais. Oui, mais ma mère m'avait emmené au théâtre, c'était en 68, moi j'avais 8 ans, c'était à Lyon. Et j'ai vu Cyrano de Bergerac. Et il s'est passé des tas de choses pendant cette représentation. D'abord, j'ai commencé, ça j'avais raconté sur le plateau de Pivot, j'étais fasciné par les jambons en carton. C'est ça, ouais. Dans le deuxième acte, vous savez, chez Ragnot, il y avait des jambons en carton. Et alors, c'est le propre des objets de théâtre, c'est que ça avait vraiment l'air de jambon, et en même temps, on voyait vraiment qu'ils étaient en carton. Et pourtant, vous les sentiez. Et oui. Et c'est ça qui me fascinait, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment, ils étaient vrais, en même temps, ça se voyait qu'ils étaient faux, et quand je pensais qu'ils étaient faux, je voyais vraiment qu'ils étaient vrais. Et ce chemin du vrai au faux, c'est ce qu'on appelle l'artifice. C'est tout le théâtre. Et donc, j'étais fasciné par l'artifice. Et c'était des jambons en carton. Ce qui fait que d'ailleurs, pour la première variation énigmatique, le concierge du Théâtre Marigny m'a offert un jambon en carton qu'il était allé chercher au magasin des accessoires. Je l'ai toujours dans ma cuisine, et tout le monde croit que c'est un vrai, jusqu'à ce que je dise, mais non. Et puis l'autre chose qui m'a fasciné, c'était simplement que moi j'étais un petit garçon tout à fait aimé, et là j'avais en face de moi un personnage, Cyrano, qui ne croyait pas qu'on pouvait l'aimer, car c'est ça Cyrano, c'est celui qui ne croit pas qu'on l'aime. Et je crois que c'est la première fois que vraiment je suis sorti de moi pour devenir justement compassionnel, c'est-à-dire me passionner pour quelqu'un qui avait une histoire totalement différente de la mienne, et être en résonance et en sympathie avec lui. Et c'est ça le théâtre, c'est cette fraternité qui fait qu'on partage l'aventure humaine, même celle de celui qui est différent de soi. Et c'est cette fraternité qui se crée entre le spectateur et l'histoire racontée. Et donc, puis après j'étais bouleversé, je me suis mis à pleurer, et puis et évidemment, comme tout enfant qui va au théâtre, j'ai pensé que j'étais le seul à pleurer. Et puis quand la salle s'est relevée, j'ai vu qu'il y avait 800 adultes qui avaient les yeux rouges et le nez rouge. Et j'avais jamais vu 800 adultes pleurer. C'est quand même un truc ahurissant quand vous avez 8 ans. Donc je me suis dit, c'est vraiment un drôle d'endroit. Et je suis sorti, et ça c'est vrai, c'est pas du tout moi qui ai inventé cette anecdote, parce qu'on me l'a toujours répété. Je suis sorti, et sur le perron du théâtre des Célestins, donc à Lyon, j'ai dit à ma mère, je veux faire ça plus tard, je veux être le monsieur qui a fait pleurer tout le monde. Et ma mère, qui était folle de Jean Marais, me dit, Jean Marais, tu veux devenir acteur? Et j'ai dit, non, je veux Edmond Rostand. Parce que ouais. C'était aussi ambitieux. Ben oui, je me rendais pas compte. Hein. Qu'est-ce qui est plus noble pour vous, être dramaturge ou être romancier? Je répondrai pas aujourd'hui comme j'aurais répondu il y a 4 ans. Parce qu'il y a 4 ans, on me chauffait pas mal avec ça. C'est-à-dire que, moi je me suis fait d'abord connaître par le théâtre, et il y a des gens qui croyaient me faire des compliments, me disaient, vous êtes un véritable écrivain, vous méritez de faire autre chose que du théâtre, comme si j'étais... Non mais c'est vrai. Mais ça, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois... Non, vraiment, vous devriez faire... Vous êtes un vrai écrivain, faites autre chose. Et ça, j'étais ahuri, parce que je leur disais, mais attendez, pendant des siècles, l'art noble... Ça a été le théâtre. Au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, même jusqu'au milieu du XIXe siècle, ce qui faisait la reconnaissance d'un écrivain, et éventuellement sa fortune aussi, il faut dire ce qui est, mais la reconnaissance d'un écrivain, c'était le théâtre. Et Balzac est mort en pensant qu'il avait raté sa vie parce qu'il n'avait pas eu de succès au théâtre. Et Alexandre Dumas, jusqu'à 40 ans, n'a fait que des pièces de théâtre. Il s'est mis au roman à 40 ans, comme moi. Mais c'est vrai. Donc, il y a quelques années, j'étais très agressif quand on me posait cette question-là, parce que je disais, mais c'est aberrant. De nos jours, on valorise beaucoup trop le roman en faisant le genre littéraire par excellence, et on minorise le théâtre en ne se rendant pas compte de ce que c'est qu'un travail d'écriture au théâtre, etc. Alors maintenant que je fais les deux, c'est sûr que j'ai obligé de mettre un peu d'eau dans mon vin, dans mon agressivité, mais
je continue à penser que ces hiérarchies, voilà, ma réponse, c'est que ces hiérarchies sont ridicules. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie à faire ni dans un sens ni dans un autre entre le théâtre et le roman, et encore moins la poésie. C'est-à-dire, ce sont simplement des formes de création différentes. Il se trouve que notre époque est plus friande de romans que de théâtre, parce que peut-être que le cinéma a pris le relais, malheureusement d'ailleurs. Parce que vos projets sont en tout cas plus nombreux dans le théâtre que dans le roman. Non, c'est pas réglé. Mais Vos projets, justement? Pas de la comédie musicale ou des choses comme ça que vous auriez... Non, mais je dément tout. D'accord, oui. Non, j'ai fait une pièce, mais j'essaye de la distribuer bien, donc ça peut prendre... S'il faut attendre 1 an et demi, j'attendrai 1 an et demi. Vous savez, quand Delon a voulu jouer Variations énigmatiques, d'abord 2 autres acteurs me l'avaient refusé. D'abord, faut pas oublier ces trucs-là. Lui, il me l'accepte du matin au soir, mais en me disant il faudra m'attendre 1 an et demi. Et je trouve que parfois ça vaut le coup d'attendre. Donc on ne peut pas programmer une pièce de théâtre comme on peut programmer la sortie la pièce est écrite. Voilà. Ça, c'était pour Delon et Belmondo. Là, c'était différent parce que moi, j'avais décidé d'écrire une pièce sur le théâtre et je la raconte au metteur en scène Bernard Murat. Et il me dit, mais tu sais que Jean-Paul Belmondo rêve de jouer... Je lui disais, ça sera autour de Frédéric Lemaître. Il me dit qu'il rêve de jouer Frédéric Lemaître, qu'il a acheté le Théâtre des Variétés parce qu'il avait appartenu à Frédéric Lemaître, qu'il a une collection de photographies de Frédéric Lemaître, etc. Et moi... Je lui dis, écoute, je me suis déjà tapé Delon, je ne vais pas me taper Belmondo. Et comme il me connaît bien, il ne m'écoute pas. Et il m'a organisé un rendez-vous avec Jean-Paul, que évidemment j'ai adoré tout de suite. Et donc, à ce moment-là, j'ai un peu infléchi l'écriture pour faire en sorte qu'il puisse la créer. Ça a été à peu près le seul cas d'écriture un peu modifiée par le fait que l'acteur arrivait dans l'histoire. Donc non, le roman et le théâtre également, parce qu'on ne dit pas les mêmes choses, on n'est pas de la même façon dans les deux, donc c'est voilà. Et être joué par ces monstres sacrés, ça donne de la jouissance. Et qu'est-ce que ça donne comme impression? Vous les dirigez pas, là, vous êtes l'auteur, vous n'êtes pas le metteur en scène, c'est ça? Ah, heureusement d'ailleurs. Bon. Je veux dire, c'est pas moi entendre vos c'est pas moi qui me tape les problèmes, c'est le metteur en scène. C'est un peu irréel parce que, par exemple, dans le cas, moi je suis né en 1960, donc Belmondo et Delon, c'est comme l'église de mon village, ça a toujours été dans mon champ de vue, quoi. Non, c'est vrai. Donc le jour où ces gens-là montent sur scène et sont vos personnages, c'est quand même, c'est violent. C'est très fort. Mais ça, je suis gâté. Je ne peux pas vous dire autre chose que je suis gâté. Mais je peux vous dire que quand c'est pareil, quand je suis arrivé à Los Angeles et que j'ai vu Donald Sutherland jouer ma pièce devant le public américain, je me demandais ce qui se passait. Mais en même temps, c'est ça le théâtre. Vous écrivez des choses et puis advienne ce qui pourra. Les choses ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à ceux qui les jouent. Et moi, je me souviens la première fois que j'étais allé à Bouillon de Culture, chez Pivot, et j'avais Le Clésio en même temps. C'était pour le visiteur. Et à la fin de l'émission, Pivot avait demandé à Le Clésio, est-ce que vous auriez envie d'écrire pour le théâtre, comme M. Schmitt? Et Le Clésio lui avait dit non, parce que je n'aurais pas envie d'être dépossédé de mes textes. Et il avait raison. Quand on est auteur de théâtre, on écrit un texte et après, il appartient aux autres. Mais moi, je trouve ça exaltant. Parce que vous trouvez que le roman vous appartient encore, celui-ci, par exemple? Il n'y aura jamais le médium d'un autre pour qu'il soit accessible au public. Le propre du théâtre, c'est qu'il faut la chair d'un acteur, l'organisation d'une représentation, d'une mise en scène, d'un décor. Ça se passe dans un lieu. Le théâtre est un art collectif dont l'auteur fait partie. Il est la première pierre, c'est tout. Donc, ça peut être de merveilleuses surprises, c'est celle dont je vous parlais, c'est-à-dire tout d'un coup des personnalités, je dirais, légendaires, mais il ne faut pas non plus faire les groupies, hein. Je veux dire, un grand acteur, même pas connu, c'est un grand acteur, et ça s'empare d'un personnage et ça le fait vivre, et c'est le même cadeau, hein. Mais vous dépendez des autres, pour le bonheur comme pour la trahison.
C'est-à-dire que si votre pièce est mal montée, mal jouée, c'est épouvantable. Et vous en êtes toujours l'auteur. Vous dites non, j'aime pas. Oui, mais c'est bien moi qui l'ai écrite. C'est moche. On vous dit c'est moche, c'est con, c'est laid. Je dis oui, c'est vrai. Et c'est bien toujours vous qui en êtes l'auteur. Donc tout arrive. Donc il faut avoir une certaine faculté de légèreté par rapport à ça. Bien, une dernière question. Et s'il n'y a pas de dernière question, c'est Chantal Albagli, conseiller ou conseillère générale, je ne sais pas ce qu'on dit, qui va donner le mot de la fin. Je demanderai peut-être aussi aux personnes qui sont dans cette colonne, pour nous de gauche, pour vous de droite, d'attendre qu'Éric Emmanuel Schmitt aille au fond de la salle pour dédicacer. Le temps pour moi juste de rappeler, excusez-moi, Éric Emmanuel Schmitt, les 2 prochains invités de la Voix au chapitre, qui seront donc le 17 décembre, quelqu'un que vous connaissez, je crois, Daniel Piccoli. Oui. Qui vient de publier Paulette et Roger aux éditions Grasset, et qui est en gros l'histoire de Daniel Piccoli lui-même, qui est parachuté 5 ans avant le mariage de ses parents. Daniel Piccoli qui avait eu le prix Renaudot pour L'Enfant Léopard, remarquable roman. Et puis au mois de janvier, un autre éditeur de chez Albin Michel, Bernard Werber, qui lui vend plutôt à travers le monde à des millions d'exemplaires, et connu notamment pour ses romans de science-fiction, et notamment la trilogie des Fourmis. Il publie ce mois-ci un livre qui s'appelle Ultime Secret, qui est un thriller autour du cerveau. Voilà. Nous avons été très heureux de vous recevoir et très honorés, Éric Emmanuel Schmitt, ici ce soir à l'abbaye de l'Épau. En fait, on ouvre un nouveau cycle de conférences pour 2001-2002. Et donc, avec la présentation de votre roman, vous avez fait donc cette ouverture. Je suis sûre que ce roman aura le succès qu'il mérite et auquel vous êtes habitués. Je pense qu'il ne démentira pas. D'ailleurs, les extraits que vous nous avez lus nous ont tout à fait passionnés. Si Adolf Hitler avait le talent de sa haine, permettez-moi de vous dire que vous avez le talent tout court. Merci à la musique, en tous les cas, de vous avoir laissé écrire, mais elle est présente en vous. La musique est dans vos mots, dans le rythme de votre écriture. Alors merci pour ce récital. Merci beaucoup.